On a la chance également pour nous accompagner d'avoir la présence d'un grand témoin. Alors je vais vous l'inviter à venir prendre place avec moi sur cet hémicycle. Il s'appelle François Falise. Cet homme a une expérience qui va certainement vous parler, puisque je ne vais pas dire la totalité de son CV, parce qu'on pourrait faire une conférence rien que pour cela, mais il a été 10 ans directeur de la formation à la Fédération française du bâtiment. Il a participé aux réflexions des 3 dernières réformes de l'État concernant la formation. En 2010, il fait une thèse sur ces grands sujets. Il a créé sa propre entreprise de conseil sur les questions d'organisation, de gouvernance, de financement de la formation professionnelle. Et aujourd'hui, dans ce cadre, il est conseiller technique à la CPME et à ce titre, vous êtes un interlocuteur privilégié auprès du ministère pour la préparation des textes et notamment sur les dispositions qui ont été mises en place durant cette période de crise avec la Covid-19. Monsieur François Falise, merci beaucoup d'être avec nous, évidemment. Alors, vous avez, à travers votre expérience, déjà fait une observation, déjà fait un travail d'observation sur cette période et sur justement ce que représente aujourd'hui l'importance de la réflexion autour des organismes de formation. Et vous allez nous faire profiter justement de ce retour. Merci de votre accueil. En préparant cette intervention, je suis retombé un peu par hasard sur une clé qui vient du Fonds unique de péréquation. Alors pour les plus anciens, c'est l'ancêtre du FPSPP qui lui-même a été absorbé par France Compétences. Et donc, sur cette clé, j'ai découvert une présentation de la réforme de 2009 qui était déjà vécue comme une réforme forte par rapport au dispositif antérieur. Et puis on a eu après la réforme de 2014 qui était évidemment elle aussi une nouvelle réforme violente par rapport au dispositif antérieur. Et puis on a eu la réforme de 2018 qui est un tsunami par rapport aux réformes antérieures. Et ce que je voudrais essayer de vous montrer en une intervention assez rapide, d'une vingtaine de minutes, c'est que le monde de la formation professionnelle a profondément été transformé en une dizaine d'années, même s'il y avait déjà eu des réformes précédemment. Et que la crise qu'on a connue depuis quelques mois, elle est arrivée sur un terrain qui était particulièrement en cours de transformation. Et donc ça vaut le coup de rebalayer ces transformations pour mieux intégrer les éléments, les enseignements positifs de la crise, évidemment, mais aussi les transformations qui sont en cours et la façon dont on peut avancer sur ces dispositifs. Alors, normalement, ça marche comme ça. J'ai été un peu vite, donc je vous propose que je revienne très rapidement sur quelques éléments de la réforme, pour faire un point sur la mise en œuvre 18 mois après, avant qu'on rentre dans ces quelques éléments. La première chose, je vais y arriver, la première chose, c'est que, même si vous ne le voyez pas bien, je pense que vous récupérez la présentation, une des premières caractéristiques de cette réforme par rapport aux précédentes, c'est que nous sommes sur une réforme systémique, ce qui n'était pas le cas des réformes précédentes. Et donc, pour la première fois, en 2018, tous les acteurs de la formation professionnelle ont été impactés par la réforme qui a touché tous les dispositifs, la gouvernance, l'apprentissage, la formation continue, les demandeurs d'emploi, la certification. Et donc on s'est retrouvé dans une ampleur et une réforme pour la première fois véritablement complexe parce que chacun des acteurs cherchait évidemment ses points de repère dans un système qui était en cours de transformation. Et donc il faut toujours garder à l'esprit que même si beaucoup de choses ont avancé, je vais y revenir, le temps de mise en œuvre de la réforme dont nous parlons aujourd'hui est un temps extrêmement court par rapport à l'ampleur des transformations qui ont été, en tout cas, introduites par ce changement de modèle. Je ne vais pas détailler la totalité, évidemment, je le fais exprès, la totalité des mesures, mais je voudrais revenir sur quelques éléments qui ont été des éléments marquants. Le premier élément marquant, évidemment, vous le connaissez bien, c'est la transformation de la gouvernance du système de formation professionnelle, avec à la fois une libéralisation, mais en même temps une reprise en main de l'État extrêmement forte dans le pilotage de la régulation du dispositif. Et donc, nous sommes dans un vrai basculement par rapport au dispositif antérieur que nous connaissions, dans lequel il y avait un copilotage souvent complexe entre les régions, les branches professionnelles, l'État. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une logique de marché qui est beaucoup plus forte, mais en contrepartie, il y a un contrôle de l'État qui est également plus fort sur un certain nombre d'éléments. Il y a eu des transformations en matière de financement, non pas sur le taux de cotisation, mais sur l'allocation des ressources sur les différents dispositifs. Et vous le savez, ça a des impacts très concrets, notamment sur la formation continue des salariés, des entreprises, on pourra y revenir. Et donc pour un certain nombre d'organismes de formation, c'est évidemment un élément de changement tout à fait important.
il y a eu des transformations sur la définition même de l'action de formation, sur lequel je reviens un instant, parce que le changement juridique tel qu'il a été posé aujourd'hui dans le Code du travail est d'une ampleur telle que nous ne sommes pas encore au bout de l'ensemble de ces incidences dans la façon dont on peut transformer les processus de développement de compétences. Autrement dit, on voit bien qu'on est aujourd'hui sur une définition extrêmement simple qui pose le développement des compétences à partir d'un objectif et d'un parcours et d'une mesure des compétences acquises, mais il y a toute une série de textes dans lesquels il faut prendre en compte ces éléments, évidemment, pour adapter la problématique. Sur les droits individuels, le dispositif avait été posé en 2014. Pour autant, en 2018, avec le compte personnel de formation, avec la monétarisation, on est également sur une transformation qui est importante. Je ne reviendrai pas sur les transformations de l'apprentissage, vous les connaissez bien, elles ont été très largement commentées et discutées. Mais je viendrai sur un dernier point, c'est sur les transformations, c'est celle que vous ne voyez pas, c'est sur les certifications. Pourquoi sur les certifications? Parce que nous sommes typiquement sur une disposition sur laquelle la totalité des certifications ne sont pas encore transformées, puisque l'échéance est 2022 pour découper tous les diplômes, tous les titres, tous les CQP en blocs de compétences. Mais une fois que ça sera mis en œuvre, au-delà du fait que ça met une pression considérable sur les porteurs de certification, ça va transformer durablement l'organisation et la production de la formation, puisque vous aurez toutes les formations certifiantes qui seront organisées en blocs de compétences. Et donc, on voit bien typiquement que sur cette disposition, par exemple, la réforme est en cours et qu'elle n'a pas produit tous ses effets, y compris en termes d'impact sur l'organisation du marché de la formation. Alors, le système de formation professionnelle, le nouveau système, repose sur un certain nombre de paris que je vais vous commenter, mais à échéance de 18 mois. Paris sur le développement de l'apprentissage, paris sur la capacité des entreprises à développer les compétences dans les nouvelles modalités, paris sur la capacité des individus à se saisir eux-mêmes de l'utilisation de leurs propres droits, paris sur la capacité des acteurs institutionnels, que ce soit les régions, que ce soit les branches professionnelles, à se repositionner dans des nouvelles modalités de fonctionnement, paris sur la capacité des acteurs dans les territoires à travailler avec des moyens différents, notamment dans le cadre des prix, qu'on pourrait y revenir. Et donc vous voyez bien que derrière ces paris, la question est de savoir évidemment s'ils sont atteints ou pas, parce que ça a des conséquences directes pour vous en tant qu'intervenant sur ces marchés. Une des conséquences, et ça sera mon dernier commentaire sur l'évolution de la réforme, c'est qu'elle conduit de fait à l'éclatement du marché de la formation professionnelle en 3 marchés, j'aurais même pu en rajouter un 4e. Un premier marché que vous connaissez bien, c'est le marché, on va dire, des formations certifiantes, sur lequel vous avez des opérateurs qui sont des opérateurs structurés, avec des grosses équipes de formateurs, avec des plateaux techniques, sur lequel la logique demain, c'est la transparence des coûts, c'est la qualification des organismes, c'est la concurrence entre des acteurs qui se connaissent, qui sont plutôt des paquebots, en règle générale, au sens où la conduite de la transformation demande du temps. On ne prend pas un virage comme ça. Et donc, on est sur des acteurs qui sont globalement installés, même s'il y a de nouveaux acteurs qui sont arrivés, j'y reviendrai. Le deuxième marché, qui est un marché en profonde transformation, c'est le marché du développement des compétences en entreprise. À partir du moment où l'entreprise n'est plus financée par un tiers, qui s'appelle OPCA, OPCO, ça n'a pas beaucoup d'importance, elle est en achat direct sur la modalité la plus adaptée pour développer les compétences dans l'entreprise. Et vous allez voir que progressivement, les entreprises qui, dans l'ensemble, en dehors de grosses, ne maîtrisent pas bien encore aujourd'hui les changements introduits par la réforme, vont rentrer dans des logiques différentes. Parce que quand vous achetez un résultat et non plus une durée, c'est plus du tout le même plan de développement des compétences. C'est d'abord la capacité à identifier que vous êtes capable d'obtenir des résultats, d'autant que la question de la compétence, elle va devenir beaucoup plus présente dans la gestion interne de l'entreprise. Et donc, il y a un vrai sujet d'accompagnement, de changement culturel dans les entreprises sur ça. Mais la conséquence de ça, c'est qu'évidemment, le marché, en attendant, est un marché qui est profondément perturbé par le changement de règles. Et puis, le troisième marché qui est en train d'émerger, qui n'est pas du tout un marché marginal, c'est le marché de la demande individuelle, avec le CPF, et avec le fait que derrière ça, il y a des logiques d'achat qui sont des logiques d'achat qui d'abord ne dépendent pas de l'entreprise, mais de l'individu, et qui peuvent se faire demain dans des modalités tout à fait différentes sur lesquelles les acteurs habituels ne sont pas aujourd'hui, on va dire, habitués, en dehors de quelques-uns qui étaient déjà sur le sujet. Je travaille par exemple pour le CNAM, qui est depuis très longtemps sur la promotion sociale, et pour autant, ça l'angoisse beaucoup
l'évolution ou la transformation de ce marché tel qu'il est existant aujourd'hui. Alors on va revenir sur ces 3 marchés. J'aurais pu en ajouter un 4e, c'est le marché des certifications. Parce que le nouveau mode de fonctionnement sur les certifications fait que vous commencez à voir apparaître des logiques de partenariat sur lesquelles un certain nombre d'acteurs qui sont propriétaires de certifications se renforcent sur cette compétence-là et rentrent dans des logiques de partenariat en disant vous voulez mettre en œuvre des certifications qualifiantes, on passe un partenariat avec l'organisme de formation, mais moi en tant que porteur de la certification, je garde la responsabilité de le présenter à France Compétences et de m'assurer que cette certification elle est pertinente par rapport aux besoins du marché, par rapport aux règles d'évaluation qui sont aujourd'hui beaucoup plus strictes. Alors on fait un focus rapidement sur l'état de cette réforme après 18 mois et je ferai directement le lien avec le Covid. Ma première observation, elle est sur l'évolution de l'environnement institutionnel. Globalement, vu du côté de l'État, la quasi-totalité des textes ont été adoptés et étaient disponibles fin 2019. France Compétences fonctionne. Les discussions avec les régions, notamment sur la mise en œuvre des PRIC, ont été faites dans le calendrier. L'application CPF fonctionne. Donc du côté de l'État, début 2020, on est plutôt dans la logique de dire on va assurer une montée en puissance de la réforme, mais en tout cas, les bases sont sur la table pour qu'on puisse avancer selon le calendrier que l'on s'était fixé. Au niveau des régions, dans l'ensemble, parce qu'évidemment, il y a des variations en termes d'expression, les régions sont assez critiques, pour ne pas dire très critiques, sur le fonctionnement de France Compétences, dont je rappelle que c'est un établissement public, donc les régions et les partenaires sociaux siègent, mais c'est un établissement public sous contrôle de l'État, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et donc, effectivement, ils ont capacité d'expression, mais on ne peut pas dire qu'on est sur un pilotage tripartite. En revanche, la satisfaction est plutôt assez forte sur les plans régionaux investissement compétences qui ont été co-construits avec Jean-Marie Marx et son équipe. Et la perception que j'en ai eue, c'est que les régions ont été entendues sur ce qu'elles souhaitaient mettre en œuvre sur un certain nombre de priorités. Et donc, on est sur des contrats régionaux dans lesquels il y a des ressources importantes, mais il y a une capacité d'identifier un certain nombre de priorités d'action en fonction des besoins de la région. Au niveau des branches et partenaires sociaux, objectivement, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, très peu de branches se sont saisies complètement de la réforme de la formation professionnelle, à la fois parce qu'elles avaient un agenda social extrêmement chargé sur d'autres sujets. Elles étaient aussi embarquées dans des logiques de regroupement de branches, de représentativité, et que donc le sujet de la formation professionnelle n'a pas été le sujet prioritaire, en dehors de la question qui a été la première question, qui a été la question de l'adhésion aux OPCO. Donc vous avez eu beaucoup de branches qui ont signé des accords à ce moment-là, mais si vous regardez les accords de branche qui ont été signés après, et notamment ceux qui auraient éventuellement mis des ressources conventionnelles supplémentaires pour continuer à développer la formation continue des salariés, vous avez très peu d'accords de branche dans ce cadre-là. Au niveau des OPCO, la mise en œuvre est également laborieuse et ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, c'est une observation. Pourquoi? Parce que quand sur un organisme, vous changez à la fois d'activité, de périmètre, de modèle économique, vous ne pouvez pas faire ça en une année. Ou alors c'est extrêmement compliqué. Je rappelle que nous sommes sur des organismes paritaires, qu'il y a un certain nombre de règles en matière sociale quand on fusionne, quand on se regroupe, quand on se réorganise. Et donc on a objectivement un certain nombre d'opérateurs qui sont en difficulté, soit parce que politiquement ils sont mal stabilisés, soit parce qu'organisationnellement ils ne sont pas tout à fait au bout. Ils n'ont pas encore eu la totalité du temps nécessaire pour avoir une organisation qui soit posée avec des clés de fonctionnement et des règles qui soient tout à fait opérationnelles, alors qu'on leur demande quand même d'être sur un certain nombre de champs qui sont vraiment nouveaux pour eux. L'apprentissage, c'est le cas, mais il y a également d'autres dispositifs en matière d'observatoire, d'appui à la certification, sur lesquels il y avait des choses, mais on leur demande d'aller plus loin. Du côté des marchés, je vais les balayer rapidement. Sur le marché des formations certifiantes, on est globalement sur un marché qui est dynamique au début de l'année 2020. Vous avez eu la création de plus de 600 CFA en 2019. Vous avez évidemment eu un effet de transfert sur un certain nombre de CFA ou d'organismes de formation qui faisaient du contrat de professionnalisation, qui font désormais de l'apprentissage. Mais vous avez aussi une nouvelle demande, des branches qui n'y allaient pas, des entreprises qui décident d'y aller. Et donc on voit bien qu'on est sur un marché sur lequel la régulation, elle va se faire plutôt à moyen terme, sur lequel commencent à se développer des logiques de partenariat, d'innovation, et sur lequel on retrouve des problématiques autour du recrutement
de l'innovation pédagogique et de l'offre de services à peu près dans tous les organismes. En tout cas, moi, j'en accompagne un certain nombre et systématiquement, ces questions-là sont sur la table. Et donc, on est sur un marché plutôt dynamique et vous avez bien vu durant la crise Covid que c'est un marché qui a été soutenu de façon extrêmement nette par les pouvoirs publics, à la fois sur le maintien, on va dire, du financement sur la base des coûts-contrats durant la période et sur un certain nombre de mesures qui ont été annoncées dès cet été qui permettent d'envisager pour une bonne partie des secteurs, pas pour la totalité, une reprise en matière d'apprentissage dans des conditions tout à fait correctes sur l'année 2020-2021. Sur le marché du développement des compétences en entreprise, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais objectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Très peu d'accords de branche signés pour donner des moyens supplémentaires, ce qui signifie que les entreprises de 50 à 300 salariés aujourd'hui n'ont plus de ressources disponibles dans les OPCO pour faire de la formation continue de salariés. Dans la crise, et on y reviendra tout à l'heure, il y a eu heureusement un certain nombre de mesures qui ont permis, on va dire, d'amortir ou d'effacer ces dispositions. Et le gouvernement est en train, dans le plan de relance, de pérenniser ces mesures pour garder un soutien sur cette catégorie d'entreprises. Mais autant il reste de la ressource sur les 10-50, autant sur les 50-300, il n'y a plus rien. Et donc beaucoup d'entreprises n'ont pas encore basculé, on va dire, dans les nouvelles modalités de formation. Et donc, pour les entreprises de formation qui sont sur ce marché-là, objectivement, le début d'année a été compliqué et la crise n'a rien arrangé, même s'il y a eu des mesures de soutien. Et dans les enquêtes qui ont été faites dans vos organisations, on voit bien qu'on est sur un segment de marché sur lequel il y a eu des difficultés. Et puis sur le marché des individus, je voudrais juste insister sur le fait que ce marché est en train de décoller et qu'il y a quand même beaucoup d'indicateurs au vert. L'application existe. Elle était simple, elle est en train d'évoluer, mais l'ouverture d'un compte, objectivement, c'est simple. Beaucoup d'individus ont déjà des droits sur leur compte. De plus en plus d'organismes de formation basculent, testent, expérimentent le fait d'avoir des modules qui puissent être éligibles au CPF. Le dispositif d'abondement est désormais opérationnel pour les acteurs publics. Il le sera bientôt pour les entreprises. Il le sera bientôt pour les branches, pour les conseils régionaux. Et donc, on voit que ce nouveau dispositif est en train de trouver ses marques. Et moi, je peux vous dire, pour l'avoir testé à plusieurs reprises, que quand vous expliquez à un jeune qui est en brevet professionnel, qu'il a 2000 € sur son compte et qu'avec son compte personnel, il peut financer un permis, il ne lui faut pas 10 minutes pour ouvrir son compte personnel. Et lui, il comprend bien que c'est un dispositif qui va l'accompagner sur une longue période. Donc, on est sur un marché qui est en cours de développement, mais qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors, rapidement, pour rester dans le timing qui m'a été imparti, sur les premiers enseignements de la crise du Covid, je ne vais pas les développer parce que Florence Lecoq va y revenir, je pense, dans un instant. C'est ça? Lecoq, je ne l'avais pas écorché. Hein. Ce qu'on perçoit, et là je donne une expression plutôt nationale, c'est qu'il y a eu effectivement des effets extrêmement positifs de mobilisation des acteurs, y compris avec des aspects positifs au niveau de la réaction des apprenants. Pour autant, quand on creuse un peu, on voit bien qu'il y a un certain nombre de problèmes techniques, qu'il y a une très grande disparité dans la capacité des publics à suivre, qu'il y a nécessité évidemment de support, d'adaptation pédagogique. Et donc, ça ouvre la porte à une série de sujets, mais qu'il faut les retravailler individuellement pour engager, on va dire, des éléments de généralisation. Et donc, pour terminer cette intervention de transparent, de réflexion sur la poursuite de la transformation. La première observation, c'est que, incontestablement, la nouvelle définition juridique de l'action de formation telle qu'elle est posée dans le Code du travail ouvre un espace pour faire des choses nouvelles extrêmement intéressant et extrêmement large. Mais ça suppose de disposer d'éléments précis sur les acquis, la validation par le bloc de compétences, notamment pour la formation en situation de travail. Plus vous avez de liberté sur la façon de faire, plus il faut que vous soyez rigoureux sur la mesure du point de départ et la qualité des acquis à la fin. Et on voit bien que dans ce domaine-là, on a des bases, on va dire, sur le certifiant, sur le long, mais que dès qu'on rentre dans des mailles un tout petit peu fines, on manque encore cruellement d'outillage. Et qu'il faut développer cet outillage parce que c'est la contrepartie de la liberté, c'est l'amélioration de la mesure des acquis. Et donc là, il y a un chantier d'ingénierie qui concerne un certain nombre d'acteurs, qui est un chantier extrêmement important. Le deuxième point qui va avec la liberté, c'est que évidemment que ça ouvre des portes pour faire de la formation
on va dire, davantage individualisé et davantage en multimodalité. Mais de la même façon, plus vous rentrez dans des parcours sophistiqués, plus le temps d'ingénierie, d'élaboration du parcours va être important, et plus il faut être rigoureux sur le fait que le parcours en multimodalité correspond au public sur chacune des modalités qui lui sont proposées. Et vous ne pouvez pas vous permettre, sur des publics par exemple très éloignés de l'emploi, de faire du multimodalité avec une partie à distance si vous voyez bien qu'il y a un problème sur l'usage numérique, ou en tout cas que ça se confirme à l'utilisation. Et donc, il y a matière à faire du développement, mais il y a des conditions à respecter qui me paraissent extrêmement importantes, et je pense qu'on va y revenir tout au long de l'après-midi. Sur le développement de l'usage du numérique, je voudrais juste pointer le fait que ça transfère un sujet qu'on connaît depuis longtemps. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que les conseils régionaux notamment essaient de faire en sorte qu'un certain nombre de centres de formation partagent les plateaux techniques. En règle générale, ça a été des échecs, parce que c'était très compliqué de faire en sorte que des organismes un peu concurrents partagent un plateau technique alors qu'ils faisaient des formations qui pouvaient utiliser le même plateau technique. La question, elle va se reposer aujourd'hui un petit peu dans le domaine du numérique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'investissements numériques sur lesquels il peut y avoir des investissements considérables pour faire du développement. Et il n'est pas évident du côté de l'acteur public que l'objectif, ça soit de payer chaque fois le développement à chacun des acteurs. Et donc le sujet revient sur la table sous une forme différente. Comment on fait éventuellement demain, à travers des appels d'offres, à travers un certain nombre de choses, pour financer des ressources qui peuvent être des ressources partagées, demain accessibles en ligne dans le cadre d'une formation davantage à distance. Et enfin, et vous l'avez pointé, tous les publics ne peuvent pas accéder à la formation à distance, et donc il faut faire preuve d'ajustement là-dessus. Dernier point, et donc c'est vraiment ma dernière diapo, ça c'est pour l'animateur, pour ne pas qu'il s'inquiète. Nous sommes sur une réforme, objectivement, qui sans commune mesure, je vous l'ai dit, avec les réformes précédentes, et donc qui donne beaucoup d'éléments qui permettent d'aller dans le sens du développement des compétences dans des formes beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus variées. On a des premiers résultats qui sont tout à fait encourageants, mais il y a encore pas mal de chantiers en cours et pas mal de textes qui restent à adapter. Je prends souvent l'exemple des diplômes de l'éducation nationale. Vous avez encore des références horaires dans les diplômes de l'éducation nationale. Il va falloir que ça sorte, parce que sur un certain nombre de sujets, la référence horaire n'a plus de sens par rapport à la définition de l'action, par rapport au référentiel, mais ça va prendre un temps considérable pour que la totalité des textes dans ce domaine-là puisse être complètement adaptée. Il faut bien prendre conscience que la crise sanitaire qui est arrivée donc depuis quelques mois, elle a accéléré un certain nombre de mutations, mais elle est quand même intervenue sur un champ professionnel, celui des organismes de formation, qui avait été terriblement secoué par les transformations que je viens d'évoquer et qui n'était pas complètement stabilisé, et donc qui prend cette crise de façon différente selon la façon dont les organismes sont situés. Il y en a qui s'en tirent beaucoup mieux que d'autres, mais il y a des organismes de formation qui sont déjà en difficulté, et donc avec certes des opportunités pour aller vers le développement de la formation à distance, mais sous réserve que toutes les conditions soient respectées. Et ma conviction la plus profonde, c'est qu'il y a un champ avec les acteurs publics notamment, mais avec les OPCO aussi, pour développer des nouvelles façons, des nouvelles expérimentations, mais il faut rentrer dans une logique d'apprentissage collectif, et il faut accepter le fait que si on va sur des financements forfaitaires par exemple, il faut mettre en œuvre à côté une démarche d'évaluation précise pour regarder si c'est efficace, si ça correspond, et si on peut généraliser des dispositifs de cette nature. Voilà, je vous cède la parole et je serai donc présent sur les 2 tables rondes. Merci. Voilà, évidemment, vous pouvez saluer cette réflexion, cette étude déjà menée